Euh, on va commencer. Dans la salle, vous êtes, je pense, au complet ou on m'avait dit une quinzaine. Il y a eu un accident. Bon, d'accord. Bon, on va commencer et puis ils vont arriver en cours de route, je pense. Donc, bonjour à tous, je suis le docteur Marie Vincenti, je suis cardiopédiatre au CHU de Montpellier et on m'a chargé de vous parler aujourd'hui des endocardites infectieuses sur cardiopathie congénitale. On va le voir, les recommandations sur endocardite infectieuse, qu'elles soient européennes ou américaines, elles ne sont pas récentes, hein, elles datent de 2015. Il y a intégration des cardiopathies congénitales, évidemment, dans ces recommandations, puisque c'est un facteur de risque d'endocardite qui est très important. Et donc, n'hésitez pas à m'interrompre. J'ai ouvert le chat aussi. Si vous avez des petites questions, j'y répondrai avec plaisir. Donc, l'endocardite. Alors, comment on fait pour passer les diapositives? Là, je pense. Voilà. Donc, l'endocardite infectieuse, en rappel très bref, c'est une pathologie qui reste rare. Elle concerne 5 à 8 pour 10 000 patients par année pour ce qui concerne les cardiopathies congénitales. Et c'est inférieur à un patient par année pour 10 000 patients année pour hors cardiopathie congénitale. Donc, le risque, il est 50 fois supérieur à la population générale dans la population de cardiopathie congénitale d'endocardite infectieuse. Ici, vous aviez un suivi à long terme issu d'une revue récente d'incidence d'endocardite infectieuse chez les patients à cardiopathie congénitale comparé à la population générale. Et on voit qu'avec l'âge, hein, là c'est l'âge en année depuis la naissance, le risque d'endocardite il augmente de façon très importante dans la population de cardiopathie congénitale. Alors, pourquoi est-ce qu'on a un surrisque d'endocardite infectieuse chez les cardiopathes? Eh bien, parce qu'il y a différents facteurs qui s'ajoutent et qui sont à risque de développement de ces infections. D'abord, il y a des modifications hémodynamiques. Puisque vous savez, on peut avoir des turbulences de flux dans les obstacles résiduels, sur des valves, sur des conduits. Il peut y avoir des turbulences de flux sur des shunts. On a donc des modifications hémodynamiques importantes qui peuvent altérer l'immunité du patient. Si on est en insuffisance cardiaque, on a une immunité qui est plus faible. La fragilité de l'endocarde aussi, sur des cœurs opérés avec des tissus qui sont partiellement endothélialisés. On va avoir des greffes bactériennes qui seront plus faciles. Évidemment, le matériel prothétique qui est plus facilement le siège de ces infections. Les patients qui ont des interventions à répétition, donc avec effraction de barrière cutanée, gestes intracardiaques ou des procédures invasives de type cathétérisme, mise en place de sondes, de défibrillation, de pacemaker, etc. Donc tout ça, ça fait des portes d'entrée infectieuses et du matériel qui est rajouté en plus et qui est à risque de greffe infectieuse. Les désordres immunitaires, notamment dans les pathologies syndromiques comme la trisomie 21, le syndrome de Digeorge, font qu'on a une immunité qui est abaissée. Et évidemment, pour tous les patients qui ont été opérés en période néonatale, le thymus est très gros par rapport à un thymus d'adulte. Hein, vous voyez, il est ici, comparé à un thymus d'adulte qui est vraiment juste devant la trachée et qui est de petite taille. Chez l'enfant, il est complètement devant le cœur, ce thymus, et donc quasi systématiquement, quand il y a une chirurgie intracardiaque par sternotomie en période néonatale, il y a une thymectomie qui est réalisée par le chirurgien pour pouvoir accéder au cœur. Et donc, évidemment, le thymus étant une zone de multiplication des cellules immunitaires, eh bien, on peut avoir une immunité qui est altérée chez ces patients. Alors, quelles sont les cardiopathies congénitales les plus à risque? Donc là aussi, dans la revue précédente, là, sur donc les endocardites et les cardiopathies congénitales, qui datait de 2022, on avait une évolution en fonction de certains groupes de risque de cardiopathie. La tétralogie de Fallot étant un groupe quasiment à part, puisque particulièrement décrit comme un risque, étant donné que c'est une cardiopathie de la voie droite avec cyanogène, qu'il y a des reprises régulières sur cette voie pulmonaire, surtout à l'âge adulte, avec des revalvulations, etc., qui sont plus à risque d'endocardite. On en parlera au cours du diaporama. Et voilà, toutes les cardiopathies de type ventricule unique,
Puis les valvulopathies, évidemment, qu'elles soient natives ou avec des prothèses valvulaires. Et puis les canaux atrioventriculaires. Donc ça, ce sont les cardiopathies les plus à risque d'endocardite infectieuse. Quels sont les facteurs de risque chez les patients avec cardiopathie congénitale? Donc, on l'a vu, le type de cardiopathie en soi peut augmenter ce risque d'endocardite. Les cardiopathies cyanogènes, notamment, qui augmentent le risque d'endocardite, donc le risque relatif, il est x5, surtout si on a un shunt résiduel droite-gauche, donc avec une possibilité de contamination avec des germes on va dire, de la circulation générale directement sur les cavités gauches. Le matériel prothétique, donc quel qu'il soit, hein, on peut avoir des prothèses valvulaires, on peut avoir des prothèses de fermeture, de communication, on peut avoir des stents. Tout ça, c'est à risque de développement d'endocardite infectieuse et de greffe bactérienne sur le long terme. Les insuffisances rénales, alors c'est décrit chez l'adulte, mais moins chez l'enfant, tout ce qui est diabète aussi, c'est donc des pathologies générales qui peuvent s'associer à une immunité plus faible et un développement d'endocardite. Le matériel implantable, donc de type électronique, donc avec les sondes de pacemaker, de défibrillation, etc. Le sexe masculin s'est retrouvé comme un facteur de risque d'endocardite infectieuse. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est décrit dans plusieurs revues et mis à part le fait qu'il y a certains groupes de cardiopathie qui sont plus fréquentes chez l'homme. Si on enlève ce biais-là, on a quand même un surrisque chez l'homme d'endocardite infectieuse avec cardiopathie congénitale. Est-ce qu'il y a des conduites plus à risque, des problèmes d'hygiène générale? Je ne sais pas. Je vous laisse en tirer vos conclusions. Voilà. Les dernières recos, je vous l'ai dit, elles ne sont pas récentes, hein, puisqu'elles ont déjà 8 ans. Et elles n'ont pas été modifiées. Pour l'instant, il n'y a pas d'indication à changer ces recommandations, puisque les recommandations à la fois européennes et américaines elles datent de 2015. Il y a eu des recommandations un peu plus générales sur les medical devices, donc les prothèses, les pacemakers, sondes de défibrillateurs, etc., qui datent de 2019, mais qui reprennent ces recommandations-là. Donc, il n'y a pas de grand changement. Je vous ai fait juste un petit point rapide sur certains éléments de ces recommandations. On va en discuter. Bonjour. Donc, déjà, les préventions d'endocardite infectieuse, c'est un point qui est majeur. Je pense que s'il faut retenir quelque chose peut-être de ce cours, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a un risque d'endocardite infectieuse qui est majoré chez le patient à cardiopathie congénitale, quel que soit son âge. Et il va falloir en tenir compte et il va falloir commencer à discuter avec les parents de cette prévention du risque d'endocardite infectieuse, donc dès la petite enfance. Et puis après, relancer la discussion avec l'enfant quand il sera plus grand, relancer la discussion à la transition à l'âge adulte, etc. Parce que c'est indispensable, tout ce qui est éducation thérapeutique du patient, il doit y avoir une part importante sur l'endocardite infectieuse. Donc, je souris parce qu'on a fait récemment un programme de réhabilitation. Je pense que vous avez eu le docteur Guillaumont hier en cours. Elle supervise le centre de réhabilitation cardiaque de l'Institut Saint-Pierre à Palavas, là, qui est juste à côté. Et on a eu un groupe de réhab pendant les vacances scolaires. On leur a fait faire un escape game. Et le cadeau de l'escape game, c'était une brosse à dents électrique. C'était vraiment ciblé endocardite. Bon, voilà. Donc, pour revenir de façon générale, pardon, les règles d'hygiène quotidienne, il va falloir insister dessus beaucoup pour éviter ce qu'on appelle les petites bactériémies chroniques qui sont autant, voire plus pourvoyeuses d'endocardite infectieuse que les bactériémies aiguës plus importantes. Je vais m'en sortir. Donc, je pense que vous connaissez tout ça, brossage dentaire, la consultation annuelle chez le dentiste, soigner les plaies. Attention à l'adolescence, si vous avez des adolescents qui ont beaucoup de problèmes cutanés type acné, il faut les envoyer tout de suite chez le dermatologue parce que c'est des portes d'entrée à staph notamment qui sont très importantes. Et puis, alors éviter tatouage piercing,
ça se discute, mais au moins parler avec eux du fait qu'il faut que ce soit fait dans un cadre comment dire, enfin, que ce soit propre, que ce soit chez des professionnels, pas aller se faire tatouer dans des festivals, enfin, à proscrire vraiment. Donc, leur dire que ce n'est pas interdit les tatouages et les piercings, mais vraiment, il faut le faire de façon encadrée. Et l'antibioprophylaxie, uniquement pour les cardiopathies à haut risque d'endocardite infectieuse et les antécédents d'endocardite infectieuse. Donc, ça, c'est effectivement le point sur lequel avait appuyé beaucoup ces dernières recommandations. Donc, je vous ai mis sur le côté gauche, le côté droit de la diapo, les recommandations en bref. Donc, c'est vrai que c'est tous les patients avec du matériel prothétique ou des prothèses au niveau valvulaire, ils sont à haut risque d'endocardite infectieuse. Tous les patients qui ont eu un antécédent d'endocardite infectieuse, ils sont considérés à haut risque. Et tous les patients qui ont des cardiopathies cyanogènes ou avec un shunt droit-gauche résiduel, donc encore non opéré, donc par exemple tous les VU jusqu'au dernier stade de dérivation cavo-pulmonaire ou s'ils gardent une fenestration pulmonaire, les atrésies pulmonaires, si on garde des CIA résiduels avec un petit shunt droit-gauche, etc. Tout ça, c'est des cardiopathies et bien sûr, avant que les cardiopathies cyanogènes soient opérées, on est dans ces facteurs de risque-là. Et puis, donc, on a les prothèses, le matériel prothétique non valvulaire. Donc, par exemple, une prothèse de fermeture de CIA, une prothèse de fermeture de canal artériel. Pendant 6 mois qui suivent la procédure, on est censé être à risque plus important d'endocardite infectieuse jusqu'à ce qu'on appelle l'endothélialisation théorique, c'est-à-dire qu'on a fait des études chez l'animal et on a vu qu'au bout de quelques semaines, se déposer un néo-endothélium sur ces prothèses qui vont, entre guillemets, les isoler de la circulation générale et donc à ce moment-là, diminuer le risque de microthrombie et donc de greffe bactérienne sur ces microthrombes. Donc, en théorie, jusqu'à 6 mois après la procédure, avec ce matériel prothétique non valvulaire, on est à risque d'endocardite infectieuse élevé. Et donc, dans ces populations à haut risque, on va préconiser l'antibioprophylaxie. L'antibioprophylaxie, je vous rappelle que ça ne concerne que les gestes dentaires avec effraction des muqueuses, manipulation gingivale ou périapicale, bref, quand ça commence à saigner un petit peu. Donc, ça ne concerne que ces gestes-là. Tous les autres gestes, donc toutes les chirurgies digestives, etc., de toute façon, il y a de l'antibioprophylaxie dans la population générale. Hein, donc, il n'y a pas de choses spécifiques pour les préventions d'endocardite. Donc, les antibiotiques recommandés, ils sont sur la droite, donc avec l'amoxicilline en première intention. Chez l'enfant, c'est 50 mg/kg et c'est une prise environ 1 heure avant le geste dentaire. Voilà. On a fait des évaluations hein, déjà, donc ces recommandations de restriction des antibioprophylaxies aux cardiopathies uniquement à haut risque d'endocardite infectieuse. Elles datent déjà des recommandations de 2007 sur l'endocardite infectieuse et elles ont été confortées en 2015. Donc, il y a foultitude d'études en population, que ce soit, là, c'était au Royaume-Uni, aux USA, dans les pays du nord de l'Europe, sur l'évolution de l'épidémiologie avant et après la mise en place de ces recommandations. Est-ce qu'en faisant ça, on n'a pas une flambée d'endocardite infectieuse à strepto, par exemple, parce que les patients n'étaient pas assez protégés de ces endocardites? Eh bien non, hein, on n'a pas du tout de flambée de ces endocardites à streptocoque. On le voit et il y a plusieurs études qui le confirment en population générale avec des dizaines de milliers de patients. Donc là, c'est le résumé. Hein, donc c'est tous les micro-organismes, donc la Streptocoque orale et Staphylocoque aureus. Donc tous les micro-organismes, on n'a pas même plutôt une régression avec le temps. Donc il y avait 3 périodes, donc 91, 99 et 2008, après les recommandations déjà restrictives qu'on a eues en 2007. Et donc, on ne voyait pas d'évolution vers une augmentation du nombre d'endocardites infectieuses, notamment pas d'augmentation
du nombre d'endocardites à strepto. Il y a une petite augmentation du nombre d'endocardites à staph, mais qu'on explique par le fait qu'il y a de plus en plus de procédures où on met du matériel prothétique et qui sont à risque d'endocardite à staph, qu'on a amélioré les performances du diagnostic avec les imageries, les PET scans, etc. Et donc, au fur et à mesure du temps, il y a un petit peu plus d'endocardite à staph parce que ces patients, ils ont plus de matériel, ils vivent plus longtemps aussi. Plus vous avez une population d'adultes qui vieillit et plus vous avez un risque d'endocardite qui augmente. Parce que vous l'avez vu sur la courbe, ce risque, il est proportionnel à l'âge. Enfin, il augmente avec l'âge, en tout cas. Donc voilà. Donc, la survie et le nombre croissant des cardiopathes à l'âge adulte fait que ce nombre d'endocardites infectieuses à staph augmente. Donc, si vous devez retenir une chose, c'est que les mesures préventives, elles doivent être, donc les mesures d'hygiène préventive, ce dont on a parlé au tout début, elles doivent s'appliquer à tous les patients qui ont une cardiopathie à risque d'endocardite infectieuse, même si qui ont une cardiopathie congénitale tout court même si les cardiopathies, les antibioprophylaxies ne concernent que les cardiopathies à haut risque, même les cardiopathies à bas risque, même les CIA, même les sténoses valvulaires pulmonaires minimes. En consultation, à la fin de la consultation, il faut que vous leur disiez là, votre enfant, il a 3 ans, il faut commencer à aller chez le dentiste, vous brossez bien les dents, est-ce que vous êtes allé voir votre médecin pour faire les premiers brossages, enfin expliquer comment on fait ça aux parents, etc. Et puis à l'adolescence, bien vérifier qu'ils vont chez le dentiste régulièrement. Voilà. Alors là, je vous montre un petit cas clinique d'un jeune garçon de 8 ans qui avait une prothèse de CIA en place depuis 3 ans. Donc, normalement, endothélialisé, on est d'accord, on a passé les 6 mois de délai. Tout allait bien. Et puis, il a consulté aux urgences pour une fièvre et une perte de 2 kilos assez rapide en 15 jours. Et donc, on lui fait son échographie cardiaque et on voit, je ne sais pas pourquoi ça ne tourne pas. Normalement, ça doit tourner directement. On va faire comme ça. En arrière. Ah. Bon, vous l'avez vu, on verra après. J'espère que ça va pas se reproduire sur le diapo. On a donc la prothèse de CIA ici, et qui était bien étanche, sans chinte résiduelle. On avait un Doppler couleur qui était satisfaisant ici. Et par contre, on voit qu'il y a une espèce de... Ah, elle est venue. Ah, voilà. Ok. Mais il faut que je regarde là-haut. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, je ne sais pas. Ah. Donc, on voit qu'il y a une sorte de dépôt, en fait, sur la face auriculaire gauche de cette prothèse. Et évidemment, qui est un dépôt inhabituel. Quand on regarde en parasternal long axe, on voit aussi les prothèses de CIA dans cette incidence. On voit ce petit dépôt là qui entoure la prothèse. Ce patient, il a eu donc un diagnostic d'endocardite infectieuse. C'était du staph doré méthicilline sensible. On a fait un bilan d'extension habituel pour rechercher des endocardites, des emboles d'endocardite, notamment une IRM cérébrale qui retrouvait, vous voyez sur les flèches ici, des petits emboles ischémiques d'endocardite infectieuse. Ce patient, il a eu donc une antibiothérapie prolongée pendant 6 semaines. Et puis, il a eu, comme très souvent, on verra après sur les matériels prothétiques, une décision d'extraction de matériel parce qu'on n'arrive jamais à atteindre complètement, comment dire, à stériliser complètement le matériel prothétique. Enfin, c'est censé être décrit.
Donc, on a extrait ce matériel prothétique et d'après le chirurgien, il y avait une endothélialisation qui était incomplète de cette prothèse. On voit encore la prothèse en transparence, alors que normalement, c'est censé être complètement opaque quand on a des cœurs qui ont été vus à distance de l'implantation de ces prothèses. Normalement, on a complètement un recouvrement opaque de ces prothèses, on ne les voit plus et ce n'était pas le cas ici. Et donc là, on voyait la face auriculaire droite de la prothèse et la face auriculaire gauche avec ce dépôt là très important. Finalement, la bactériologie est revenue négative. C'est un patient qui était resté sous antibio jusqu'à l'intervention. Et on avait retrouvé du staph de façon importante avant sur les émocs. Voilà. Les critères diagnostiques d'endocardite infectieuse. Donc là aussi, je ne vais rien vous apprendre de très neuf, puisque ce sont les critères de Duke modifiés qui ont été revalidés également pendant les recommandations de 2015. Donc il y a des critères majeurs, microbiologiques et imageriques, et des critères mineurs, essentiellement la symptomatologie clinique du patient, les emboles, les signes cutanés, etc. et la cardiopathie connue. Donc, critères microbiologiques, je vous rappelle que un critère majeur, c'est 2 émocs positifs à germes typiques, donc streptocoque, oral ou digestif, les staphylocoques dorés, plus de 2 émocs positifs à d'autres germes et une émoc, une sérologie positive à Coxiella burnetii. On a les signes imageriques, donc échographie, transthoracique, surtout chez l'enfant. Des fois, on n'a pas toujours accès à l'ETO. Puis là, vous voyez, chez ce jeune garçon de 8 ans, finalement, on n'avait pas besoin d'ETO. On voyait très bien en écho transthoracique ce foyer infectieux d'endocardite. Mais il faut très rapidement passer à l'échographie transœsophagienne, ou en tout cas pas se satisfaire de l'échographie transthoracique si jamais vous avez des éléments très évocateurs d'endocardite infectieuse. Donc, végétation, abcès, perforation valvulaire, déhiscence de prothèse, ça peut être des signes qui vous orientent vers un diagnostic d'endocardite. Les scintigraphies, alors il faut les réaliser, donc pas immédiatement après un geste opératoire ou une implantation de prothèse, parce que là, la spécificité plutôt sera mauvaise. Hein. Vous allez avoir des fixations, mais qui ne seront pas liées à un foyer infectieux. Mais si vous êtes à distance d'une prise en charge du patient quelconque, là, vous pouvez utiliser vos scintigraphies et on voit des activités anormales. Le scanner aussi peut voir des lésions paravalvulaires, peut voir sur les stents notamment vasculaires, peut voir des éléments qui évoquent une endocardite avec un comblement du stent ou un développement à l'extérieur du stent de foyer infectieux. Voilà, donc après, les éléments mineurs, c'est cardiopathie connue, l'utilisation de drogues intraveineuses, la fièvre, les phénomènes vasculaires, donc emboliques, là, des signes cutanés, que je vous ai remis une petite photo, et les phénomènes immunologiques, donc glomérulonéphrite, nodules d'Osler, etc. Là, on avait une jeune fille de 16 ans qui avait une maladie de Marfan avec un prolapsus qui n'était pas majeur, mais qui débutait de la valve mitrale et qui se présentait aux urgences pour une fièvre aiguë, mais elle avait un déficit à gauche. En tout cas, elle n'arrivait pas bien à mobiliser son bras gauche. Donc, on lui a fait une ETT. Vous avez vu les images? On va essayer de remettre. Hop. Dans les limites de l'échogénicité de la patiente. On a des émocs qui poussent très vite, H6, des émocs qui poussent à coxygramme plus. Ça, plus les signes neurologiques, on est quand même inquiet. On lui fait rapidement une échographie transœsophagienne. Et voilà ce qu'on trouve sur la valve mitrale. C'est le lendemain de l'échographie que vous avez vue transthoracique. Donc ça pour vous dire, l'échographie transthoracique n'est pas l'examen de référence. Si vous voyez quelque chose, c'est bien. Si vous ne voyez rien et que vous avez une forte suspicion clinique, allez à l'ETO. Donc il y a une énorme végétation qui faisait plus d'1 centimètre.
appendu à la valve mitrale, avec une fuite mitrale qui était quand même plus importante que ce qu'on voyait en ETT aussi. Voilà, c'était une endocardite infectieuse à Staph aureus. Là, c'était la mesure de la prothèse. Vous voyez, elle faisait 18 mm. De la végétation, pardon, 18 mm. La porte d'entrée, c'était un eczéma. Voilà, je vous ai dit, faites attention aux lésions cutanées. C'était une jeune fille qui avait un eczéma qui était très important, traité depuis plusieurs années par les dermatologues. Et là, il y a une sorte d'échappement thérapeutique. Et donc voilà, on a fini par l'opérer. Elle était dans les indications opératoires avec la taille de sa prothèse et la taille de ses végétations, décidément, je n'arrive pas, et dans les envols cérébraux. Et elle a une plastie valvulaire avec un très bon résultat. Là, je la suis, on doit être à 6 mois de son endocardite et ça se passe très bien. Les hémocultures sont négativées. Il y a eu une végectomie et une plastie mitrale qui ont un bon résultat. Voilà, donc les arguments pour une endocardite infectieuse, je ne sais pas si c'est moins bien comme ça, hein, c'est un peu petit. Si je fais ça, ça va sortir de Zoom. Non, c'est bon. Donc, les endocardites infectieuses, donc le diagnostic de certitude, c'est 2 critères majeurs, un critère mineur ou plus 3 critères, pardon, 2 critères majeurs, un critère majeur plus 3 critères mineurs ou 5 critères mineurs. Et quand vous avez ces critères-là, OK, vous avez une endocardite infectieuse certaine. Si vous n'avez pas ces critères-là, à rediscuter, refaire des prélèvements et éventuellement solliciter des spécialistes ou un centre de référence de l'endocardite infectieuse. Mais en tout cas, on peut débuter, quand on a des critères d'endocardite certains, une antibiothérapie. Donc, probabiliste, c'est généralement ce qui est fait initialement, soit sur ce qui pousse à l'examen direct des cultures, soit sur les portes d'entrée éventuelles que vous avez. Vous pouvez décider du type d'antibiothérapie probabiliste que vous mettez en place et dès que vous avez l'identification complète du germe avec son type et sa sensibilité aux antibiotiques, vous pouvez adapter l'antibiothérapie. C'est 4 à 6 semaines en général. Donc là, vous avez par exemple ce qu'on fait sur le staph, puisque c'est actuellement la proportion la plus importante d'endocardite. On a de l'oxacilline pour le staph sensible, c'est entre 4 et 6 semaines. Et puis, si vous êtes sur du matériel prothétique valvulaire, vous faites des antibiothérapies qui sont facilement doubles ou triples, donc en rajoutant de la rifamycine et un aminoside. Et pareil, donc c'est des antibiothérapies prolongées, au moins 6 semaines. Donc ça, vous avez tout un tas d'antibiothérapies qui sont recommandées en fonction du type de germe, en fonction de si c'est sur valve native ou valve prothétique, etc. Les indications opératoires, donc en urgence, c'est si vous avez des complications graves de ces endocardites infectieuses, donc notamment pour toutes les endocardites du cœur gauche, insuffisance cardiaque aiguë sur des valvulopathies mitrales ou aortiques qui sont décompensées par l'endocardite. Si vous avez des infections non contrôlées, donc avec des hémocultures qui continuent de pousser sous antibiothérapie adaptée, des végétations qui grossissent, des abcès qui surviennent, tout ça, c'est des arguments pour une infection non contrôlée. Et des risques d'embole cérébrale ou des emboles cérébraux déjà qui sont présents. Donc, une végétation de plus de 10 mm plus un embole cérébral ou une végétation de plus de 15 mm, même sans embole. Du côté du cœur gauche, il faut aller la retirer parce que c'est un risque d'embole cérébral et de complications sévères. Les prises en charge différées, donc les indications opératoires différées, elles concernent essentiellement le matériel prothétique valvulaire ou non valvulaire d'ailleurs, et puis le matériel de type sonde, de pacemaker, de défibrillateur, puisque c'est du matériel qui va être contaminé en général par votre infection, mal ciblé par l'antibiothérapie qui n'atteint pas ces zones-là, qui sont un peu sanctuaires de germes. Et donc, il faut retirer ce matériel et le réimplanter si possible un petit peu à distance de l'infection.
Et pour tout ce qui est valvulaire, il faut privilégier les plasties valvulaires. C'est là qu'on a le moins de risque de récidive d'endocardite et la moindre mortalité associée au geste chirurgical d'endocardite. Voilà, sur la droite, je vous ai mis les recommandations. Donc, effectivement, de prise en charge chirurgicale d'urgence, c'est l'insuffisance cardiaque, les infections non contrôlées et les risques d'embolie. Alors, il y a toujours beaucoup de scores de risque de mortalité dans l'endocardite infectieuse. Pourquoi? Parce que cette mortalité, elle reste élevée. Sur les derniers registres qu'on a, on a à peu près 17% de décès intra-hospitaliers, ce qui est énorme. Donc, c'est une pathologie rare, mais une pathologie qui nécessite une prise en charge rapide, la plus adaptée et performante possible. Donc, pour limiter en tout cas ce risque de mortalité, il y a donc plein de scores de risque qui peuvent être réalisés et qui ont été mis en place au cours des dernières dizaines d'années pour essayer de prédire un petit peu ce risque de mortalité chez les patients, adapter la prise en charge chirurgicale ou pas, avancer l'intervention si c'est nécessaire, si on juge que la morbimortalité est importante. Mais on garde une mauvaise validité externe de ces scores. C'est-à-dire qu'en général, c'est des scores qui sont réalisés sur des populations rétrospectives, c'est-à-dire on prend un nombre de patients qui a eu une endocardite infectieuse sur les 10 dernières années sur un pays ou même un centre généralement hospitalier pris au hasard. Et donc, on va regarder quel patient est décédé sur ces endocardites infectieuses. Et après, on va essayer de chercher leur facteur de risque de décès, quel âge ils avaient, quel était le type de pathologie, la taille de la végétation, etc. Le type de germe, bien sûr, etc. Le problème, c'est que c'est fait sur des petites populations et qu'il n'y a pas de validité externe qui est réalisée en général. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller tester ces scores en population générale prospectivement. Donc, tel patient, on lui attribue un score de temps, est-ce qu'il décède ou est-ce qu'il ne décède pas voilà. Donc, il y a un problème de validité externe de ces scores. Pourquoi? Parce qu'on a une hétérogénéité importante des populations et des types d'endocardite infectieuse, c'est-à-dire que vous n'avez pas du tout le même risque de mortalité pour une endocardite du cœur droit chez un patient sans cardiopathie connue qui utilise des drogues intraveineuses que chez un enfant avec une bicuspidie aortique et une endocardite gauche, voilà, sur la valve aortique. Donc, c'est lié intrinsèquement au fait que les endocardites ont un spectre de gravité différent en fonction des populations, en fonction du type d'endocardite, en fonction du germe, etc. Donc, le score idéal, il serait parmi ceux-ci, c'est-à-dire ceux qui regroupent les caractéristiques du patient, les caractéristiques de l'imagerie et les caractéristiques de l'infection ici. Donc, tous ces scores-là, ils sont dans le lot. Mais le meilleur, c'est d'après cette revue de la littérature, ce serait le score de Defeo et qui finalement, quand on teste sa validité externe, il y a une baisse très importante de sa sensibilité à évaluer le risque de mortalité. Donc, on n'y est pas encore. Là, je vous montre l'échographie d'une jeune fille de 12 ans qui était suivie pour bicuspidie aortique et qui vient pour fièvre prolongée. Donc là, je vous montre sa valve aortique. Vous avez vu que donc là, il y a une fuite sur le Doppler couleur qui est nette, qui n'existait pas auparavant. Et puis, quand on regarde la valve elle-même, vous avez vu, il y a une sorte de petite picule sous la valve, suspecte. Je ne sais pas comment faire, on va pas faire, tant pis, je vais passer à la suivante. Vous regardez très vite. Donc là, vous voyez sa bicuspidie type 1 avec un raffet coronaire droit, coronaire gauche. Et puis, je ne sais pas si vous l'aviez vu avant, on va stopper juste le temps de... Donc, vous voyez là, sous la valve aortique, ce tout petit fin filet qui n'a rien à faire là. Et puis, donc, on ne voyait pas grand-chose sur la parasternale petit axe ici, à part que la valve était bicuspide, vous savez. Et par contre, là, on fait un check sur la mitrale.
On a aussi un élément suspect. Alors, on le voyait déjà là. Je vous remontre. Ouais, également. Donc, elle avait une endocardite du cœur gauche. Il me semble sur du staph aussi, cutané. Oui, aortique et mitrale à staph aureus smoothies. Voilà, donc on va faire un petit point rapide sur les endocardites et valves pulmonaires percutanées. Je pense que vous savez qu'il y a actuellement qu'il y a depuis quelques années des alertes sur les valves mélodie, les valves percutanées qu'on met en place sur la voie pulmonaire pour revalvuler notamment les patients avec tétralogie de Fallot qui ont des fuites pulmonaires dans l'évolution ou des rétrécissements sur ces conduits pulmonaires. Et donc, il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites à ce sujet. Là, je vous montre le résultat d'une des dernières méta-analyses qui évalue le risque à la fois de mortalité et le risque d'endocardite infectieuse sur plusieurs études récentes, entre 2015 et 2013-2018, il me semble, concernant la valvulation pulmonaire. Donc, on regardait, donc là, c'est des courbes, un schéma sur les odds ratios, avec ici, pas de différence entre les techniques percutanées et les techniques chirurgicales. Donc, au milieu, vous n'avez pas de différence. Et si vous êtes plutôt sur la droite, vous êtes plutôt en faveur d'une prise en charge chirurgicale. Donc, pour les endocardites, le risque d'endocardite infectieuse, on est plutôt en faveur d'une prise en charge chirurgicale que d'une prise en charge percutanée. Et pour le risque de mortalité, c'est plutôt, on va dire, sur des populations d'enfants, majoritairement d'enfants dans cette méta-analyse. Vous n'aviez pas de grande différence entre les techniques chirurgicales et les techniques percutanées pour les revalvulations pulmonaires. En termes de mortalité, parfois un petit peu en faveur de la technique percutanée, mais très faiblement. Voilà. Donc, le risque, il était majoré, il retrouvé dans cette étude pour les prothèses de type Mélodie et pour les chirurgies avec des tubes prothétiques de type Contegra. Le risque, il était bien moindre avec les autres types de prothèses mises en place par voie percutanée, notamment Sapiens, et avec les homogreffes ou les monocuspes, etc. Donc, toutes les autres prises en charge possibles de la voie pulmonaire. Non, c'est un risque qui peut arriver à distance, là, justement. Donc, il y a cette étude. Donc, Sébastien Ascouette, je pense que vous allez en voir en cours, ou vous avez eu en cours peut-être déjà, qui a travaillé longtemps à Marie-Lannelongue, qui encore, et qui travaille aussi, qui est sur Londres. Donc, il a supervisé un registre européen d'évolution, de suivi des patients qui avaient eu une mise en place de prothèses sur la voie pulmonaire pour la revalvulation pulmonaire, quelle qu'elle soit. Et donc, il a déjà publié plusieurs articles. Un des derniers, c'est celui-ci. Donc, c'est l'évolution à long terme entre les prothèses de type Mélodie et les prothèses de type Sapiens. Et donc, les Mélodies, ça, vous avez une photo ici. C'est un stent prothétique à l'intérieur duquel on a mis en place une valve jugulaire de bœuf. Et la prothèse Sapiens, c'est aussi un stent prothétique. Et là, c'est plutôt porc. Voilà. Donc, c'est des hétérogreffes les deux. Et donc, ils ont évalué sur 214 patients consécutifs qui avaient été pris en charge à Marie-Lannelongue avec une valvulation pulmonaire percutanée avec ces deux types de valves, la survie à 5 et 10 ans sans reprise de la voie pulmonaire. Donc déjà, elle était plus faible pour la Mélodie que pour le Sapiens, c'est-à-dire qu'il y avait plus de reprises des voies pulmonaires sur les Mélodies que sur les Sapiens sur un suivi à long terme. Et l'incidence de l'endocardite infectieuse, elle était autour de 5% patients année pour la Mélodie et de moins de 1% patients année pour la valve Sapiens avec un résultat qui était significatif. Voilà. Alors, vous me direz, du coup, on a abandonné la valve Mélodie. Non, c'est toujours utilisé par certains centres. Je pense que ça fait partie un petit peu
des pratiques locales, de à quoi ont été formés les praticiens et que avec l'utilisation, on espère sur ce qu'on a appris sur la valve mélodie, sur la prévention de ces endocardites, on espère diminuer dans le temps la survenue de ces endocardites infectieuses. Disons que là, avant toute chirurgie valvulaire, il y a des prélèvements qui sont faits un peu comme avant une chirurgie cardiaque pour vérifier qu'il n'y ait pas de portage de staph, etc. On met des antibioprophylaxies au décours du geste. Évidemment, il n'y a pas de geste qui est fait en contexte infectieux. Il y a des soins dentaires attentifs avant la prise en charge de tout patient. Et il y a l'antiagrégation préventive qui est maintenue au long cours. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'un des facteurs de risque majeurs de survenue d'endocardite infectieuse sur valve mélodie, c'était l'arrêt de l'antiagrégation. On pense qu'il y a un phénomène quand même thrombotique préalable à la survenue de cette endocardite infectieuse et que ce phénomène, il peut arriver même tard dans l'évolution à distance de l'implantation de la prothèse. Donc, il ne faut jamais arrêter l'aspégique chez ces patients qui ont une valve mélodie. C'est un risque qui est maintenant connu de survenue d'endocardite infectieuse. Voilà, je vous montre cet enfant. Oui. Il faudrait pas, pardon? Oui. Alors, les tubes Contegra, pour la pratique des tubes Contegra, il n'y a pas de recommandation officielle, mais c'est une antiagrégation qui est prolongée en général plus de 6 mois après la mise en place du tube. Actuellement, c'est ça qui est recommandé, enfin, qui est par la plupart des centres. Il n'y a pas de recommandation officielle, mais par la plupart des chirurgiens. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a certains qui gardent une anti-agrégation long terme avec des Contegra. Mais je n'ai pas vu, en tout cas, je n'ai pas refait spécifiquement la biblio sur les infections de tubes de Contegra et l'anti-agrégation. Donc, je ne pourrais pas vous dire, mais ce qui est recommandé actuellement, c'est une anti-agrégation pendant 6 mois après la mise en place du tube de Contegra. Voilà. Et quand ils sont pareils, c'est plus de... Alors, c'est par rapport aux autres types de prise en charge chirurgicale de la voie pulmonaire, comme les homogreffes par exemple, comme les monocuspes, c'est-à-dire parfois ils mettent du péricarde pour faire ces prises en charge. Donc, on avait, je crois, sur 100 patients année, on avait un risque qui était donc moins de 1% pour tout ce qui était valve percutanée sapiens, les homogreffes, etc. Et par contre, on avait autour de 5% pour les mélodies. Et avec les contégrammes, on avait un suivi beaucoup plus long que les mélodies, pardon. On était autour de 10%. Donc, ça restait quand même important. Alors, là, je vous montre les images d'échographie d'un garçon de 10 ans qui a une maladie grave qu'on appelle le syndrome d'Eisenmenger. Je pense que vous connaissez. Donc, c'est une hypertension artérielle pulmonaire sur un shunt gauche-droit qui a évolué avec la survenue de résistance vasculaire pulmonaire élevée et qui s'est finalement inversée. Donc là, ce patient, il avait un canal artériel persistant très large qui n'a pas été pris en charge et qui a évolué vers un syndrome d'Eisenmenger assez rapidement. Donc, il a... sur cet HTAP chronique, il a développé une fuite tricuspide. Et comme il est très à risque de prise en charge chirurgicale, la première intervention qui a été décidée d'être faite chez lui, c'était de corriger sa fuite tricuspide avec la mise en place d'une prothèse mélodie. À l'époque, on ne faisait pas encore de triclip. Je ne sais pas si on aurait choisi cette option-là pour lui à ce moment-là, mais il avait été décidé de mettre en place une prothèse mélodie en position tricuspide, donc chose un peu originale. Et là, il se présente, c'était à distance de la mise en place de cette prothèse, on était plus d'1 an après, et voilà ce qu'on voit. Donc, il y a beaucoup de matériel à l'intérieur de la prothèse, évidemment. Voilà, ça bouge dans tous les sens.
On a un gradient transvalvulaire qui était augmenté à autour de 11 de gradient transvalvulaire moyen contre 2 quelques temps après l'intervention. Et on a donc une accélération, une valve tricuspide donc mélodie qui est dysfonctionnante, qui est sténosante. On avait fait un peu de 3D aussi. Donc ce patient, il a dû être repris en urgence pour extraction de la prothèse de mélodie et on a mis en place une valve tricuspide qui est une valve mécanique tricuspide. Voilà. Ça en est sorti pour l'instant. Un petit point sur les matériels donc de type électronique, les sondes d'entraînement, les sondes de défibrillation, les pacemakers, les boîtiers, etc. Donc, je vous ai dit, il y a l'ERA, l'association européenne qui a mis en place ses dernières recommandations en 2019, qui reprend complètement donc les critères diagnostiques, les mesures de prévention avec les facteurs de risque d'endocardite exactement les mêmes que qui était décrit en 2015. Simplement, ce que je vous montrais, c'est qu'on avait très rapidement des diagnostics qui amenaient à des extractions de matériel. Très souvent, on va avoir extraction de matériel plus antibiothérapie plutôt que antibiothérapie seule parce que c'est du matériel étranger. Il y a un point très important à voir chez ces patients, c'est l'état cutané local au niveau du boîtier de mise en place du boîtier du medical device. Donc, il faut faire très attention dès que ça fait mal au patient, qu'il y a des rougeurs, qu'il y a des écoulements sur la cicatrice. Donc, c'est ce qu'on appelle les pockets clinically positives ou négatives. Hein. Donc, dès qu'on a des signes cutanés, là, tout de suite, il faut aller à l'ETO, aux imageries complémentaires. Et puis, voilà, si très rapidement, on a des diagnostics positifs d'infection, c'est très rarement des infections locales où on peut avoir juste des antibiothérapies générales qui font l'affaire. Et très fréquemment, il faut aller à l'extraction de matériel. Voilà, je vous montre ce jeune garçon de 10 ans qui avait mis une sorte de jouet dans son tympan et qui avait fait une otite externe. Et il a un petit retard mental. Hein. Il avait eu une TV catécholergique avec un arrêt cardio-respiratoire récupéré quand il avait 5 ou 6 ans. Et donc un défibrillateur qui était en place avec une sonde endocavitaire. Je ne sais pas s'il avait eu d'emblée ce type de prise en charge ou s'il avait eu un boîtier épicardique à la base, mais en tout cas, à ce moment-là, il avait une sonde endocavitaire. Et on voit, vous voyez, cette végétation-là qui flotte dans le ventricule droit au contact de la sonde de défibrillation. Et donc, il avait bien une endocardite infectieuse. Donc, pareil, on a dû mettre en place une antibiothérapie, retirer le matériel assez vite hein, et puis le réimplanter. Donc, c'est l'avant-dernière diapo. J'insiste juste sur un petit point qui est mis en avant dans les recommandations, qu'elles soient européennes ou américaines, et sur lesquelles il y a eu des publications après intérêt de cette mise en place d'une endocarditis team, pardon. Donc une équipe référente en fait sur l'endocardite infectieuse. Il y a des centres hospitaliers ou des équipes à l'intérieur des hôpitaux qui sont spécialisés dans la prise en charge de l'endocardite infectieuse. Généralement, c'est un groupe de spécialistes qui inclut des cardiologues, des chirurgiens cardiaques, les bactériologistes, les cardiopédiatres, donc font régulièrement partie de ces ou les cardiologues congénitalistes de ces équipes, puisque ça concerne beaucoup leur patientèle. Également les cardiologues qui font de l'implantation, les neurologues et les imageurs, bien sûr, notamment pour tout ce qui est imagerie cérébrale, etc. Et donc, on a ces équipes-là qui font
le diagnostic et la prise en charge la plus rapide et la plus consensuelle possible des patients qui ont des suspicions ou des diagnostics d'endocardite infectieuse. Le but de ces équipes, c'est d'avoir immédiatement accès à tout l'arsenal diagnostique et thérapeutique pour avoir la meilleure prise en charge des patients. Donc, il y a eu plusieurs études sur l'intérêt de mettre en place ces équipes d'endocardite. Donc, on voyait sur là une étude qui datait de 2022 dans un grand centre de prise en charge, il me semble, danois. Donc, il y avait sur 24 mois, donc 2 ans, une évaluation avant-après mise en place de cette équipe spécifique dédiée. Ils voyaient qu'il y avait jusqu'à 17% de modifications diagnostiques sur les mêmes dossiers, 42% de changements de l'antibiothérapie avec la mise en place de cette équipe et 5% de prise en charge chirurgicale qui aurait été faite si on avait eu cette équipe en place 2 ans avant. Voilà. Donc, ça a quand même, a priori, un intérêt et il faut, comme souvent, si on a la possibilité de le faire, référer à des équipes spécialisées qui ont plus l'habitude et qui ont accès assez vite à des moyens diagnostiques et de prise en charge. Pour finir, donc je vous rappelle en 3 mots les éléments importants du cours. Ça reste très rare, mais particulièrement, il faut y penser dans nos populations de cardiopathie congénitale parce que c'est une population qui est très à risque d'endocardite infectieuse par rapport à la population générale. Le pronostic, il reste sévère. Il faut effectivement faire intervenir ces équipes spécialisées pour que le diagnostic soit mis en place le plus tôt possible. Il y a souvent des errances diagnostiques, donc il faut, dès que vous avez un patient avec cardiopathie congénitale qui a une fièvre prolongée, qui a une dégradation de son résultat opératoire, tout ce qui est gradient transprothétique qui augmente, fuite valvulaire inhabituelle, augmentation des gradients sur les conduits, etc. Attention à vérifier en faisant des hémocultures qu'il ne se passe pas quelque chose d'infectieux. Tout ce qui est embole, bien sûr, patient qui a une cardiopathie connue, opéré ou non, et qui a des signes d'embolie cutanée ou cérébrale, rechercher une endocardite infectieuse. Les règles d'hygiène, il faut y penser dès le diagnostic de votre cardiopathie et dès que votre enfant il commence à être suffisamment grand pour se brosser les dents, on va assister à chaque rendez-vous annuel avec les parents et petit à petit, ça va rentrer et on espère qu'il y aura moins d'endocardite sur ces populations-là qui auront été éduquées très tôt et sur le long terme. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Oui. Oui, dans la majorité des cas. Ça peut être plus court dans certains cas, mais... Je suis sortie du Zoom? Non. Oui. Ah, pardon. Alors, attendez, je répète la question. Vous m'entendez le Zoom? C'est bon? Oui, on vous entend. Bon, très bien. Donc, on me pose la question, la durée d'antibiothérapie, mais tu n'as pas fini. Parentérale, oui. Est-ce qu'il faut garder le patient en hospitalisation ou pas? Je pense que passer la phase aiguë des 15 premiers jours, s'il n'y a pas de complications, on peut le renvoyer à domicile avec soit de l'hospitalisation à domicile, soit des soins infirmiers. Si c'est jouable, parce que si par exemple on a des antibiotiques en 3-4 prises par jour, parfois ce n'est pas réalisable parce que il n'y a pas le personnel adapté pour le faire. Mais si c'est jouable, oui, on peut le faire et sans que ce soit des conditions non sécures. On revoit régulièrement le patient en consultation en contrôlant ses hémocultures, son échographie cardiaque et ça se passe bien. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. J'ai une question sur quand on parle de cardiopathie congénitale, c'est-à-dire, vous avez bien dit que c'est surtout quand il y a des turbulences, des chocs, etc., qui sont un peu plus à risque. Oui. La question, c'est est-ce qu'on va avoir le même genre de discours, par exemple, les patients chez qui on fait un suivi d'une CIA? Alors, moi, je vous le dis, je pense que le discours, c'est mon avis personnel et c'est l'avis de l'ESC. Non, mais c'est vrai. Il faut avoir un discours de prévention d'endocardite infectieuse, donc avec les règles hygiéno-diététiques de prévention, pareil, quelle que soit la cardiopathie congénitale. Ça doit être le même pour tous.
Après, les indications d'antibioprophylaxie, ça a été vu avant, après, a priori, ça ne modifie pas le risque de survenue d'endocardite à strepto. Donc, je pense qu'il faut s'y tenir pour ne pas justement augmenter le risque comment dire, de survenue de bactéries à germes multirésistantes, etc. Je pense qu'il faut s'y tenir à ces indications d'antibioprophylaxie, vraiment que les cardiopathies à risque et sur les gestes dentaires à risque. Et sinon, les règles d'hygiène diététique, c'est pour toute cardiopathie. Moi, je ferai exactement le même discours pour tout le monde. La durée de l'antibiothérapie. Oui. Vous avez parlé de est-ce qu'il est possible de continuer par voie orale le reste de la... Alors, ça, pareil, il faut se fier. Il y a des recommandations spécifiques sur l'ESC en fonction du type de germe, en fonction de si on est sur une population particulièrement à risque, les personnes âgées ou les insuffisants rénales, etc. Voilà, en fonction, on s'adapte. Dans la majorité du cas, c'est une antibiothérapie intraveineuse prolongée. Il n'y a pas de relais Péros rapide pour la quasi-totalité des prises en charge antibiotiques. C'est vraiment sur un mois prolongé. Je crois qu'il n'y a que sur le streptocoque oral, sur une certaine indication, je ne sais plus trop laquelle, mais où on peut faire vraiment du 15 jours et avec un suivi rapproché des hémocultures après. Mais l'immense majorité des cas, c'est du 4 semaines minimum intraveineux. Voilà. Mais je vous dis, c'est assez long, ces recommandations. Vous n'avez pas à tout savoir par cœur. Honnêtement, quand il y a une endocardite qui survient, on reprend les recommandations, on voit les antibiothérapies recommandées en fonction du type de germe. Si on a une équipe dédiée de bactériologistes, de médecins qui sont spécialistes en maladies infectieuses, ils sont aussi d'une aide appréciable pour nous aider à la prise en charge, parce que c'est vrai que ça varie en fonction du terrain du patient, en fonction du type de germe, en fonction de s'il a du matériel prothétique. Voilà, il faut vraiment prendre en compte tout ça. Est-ce que vous avez... Alors, attendez, j'ai une question en chat. Bonjour, concernant un ventricule unique, même avec des CPT non fenestrés, le patient reste avec une saturation non normale. Considère-t-on également l'antibioprophylaxie? Il y a beaucoup de cardiopédiatres et de congénitalistes adultes qui le considèrent, effectivement. Même si la saturation, normalement, après des CPT, est censée être autour de 95%. Donc, censée pas être désaturée si vous n'avez pas de fistule artério-veineuse ou autre. Puisque vous avez uniquement le retour des veines coronaires du côté de la circulation générale. Donc, c'est pas censé être désaturant au point d'être vraiment sur une désaturation significative, quoi. Voilà. Mais la majorité des cardiopédiatres vont quand même considérer qu'une DCPT, par exemple, qui a des soins dentaires, même si la fenestration a été fermée ou ça n'a pas été fenestré, il va recommander quand même, c'est quand même une proportion de patients qui est quand même très faible. Donc, on ne va pas faire de la résistance aux antibiotiques sur ces patients-là. Il vaut mieux être prudent. Enfin, moi, je donnerai cet avis-là. Bien. Si vous avez fini, je vous laisse avec le cours suivant. Je ne sais pas si on a déjà Clément qui est présent.